Voilà. Donc, on va passer maintenant la parole à professeur Babinier, directeur de recherche du CNRS, qui va nous faire un exposé sur le thème suivant, les cellules souches embryonnaires de la génétique fonctionnelle à la thérapie cellulaire. Tu me prends le temps parce que en commençant sans diapositive et évidemment d'abord en remerciant chaleureusement Mohamed Amish qui m'a fait le plaisir de m'inviter ici. Et puis je parle d'un animal étrange, je vais vous parler d'un animal étrange dont on n'a pas du tout parlé, qui s'appelle la souris. Donc je suis un petit peu à coucou ici. Et je le remercie doublement, d'une part parce que ça me donne le plaisir de venir pour la première fois dans le pays, ce qui est un plaisir, et à Constantine, que je ne connais pas encore, mais ça ne saurait tarder. Oui. Et deuxièmement, pour me donner le plaisir de parler d'un sujet qui me passionne. Et j'espère vous convaincre qu'il s'agit effectivement d'un sujet passionnant qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Voilà. Et qui concerne en fait qui a deux volets. C'est un énorme domaine, donc je vais faire un survol et essayer de vous faire comprendre en quoi ce domaine est intéressant. Et il est doublement intéressant, à mon avis, d'une part parce qu'il concerne un problème fondamental, de biologie fondamentale, et d'autre part parce qu'il tient des promesses. Alors, comme M. Goffo ce matin, je ne me garderai bien de dater, de donner des éléments de promesses, mais vous verrez quand même que, effectivement, on peut espérer tirer des enseignements de la biologie fondamentale dans ce domaine qui est donc celui, ça vient, des cellules souches. Et en espérant tirer, d'où le titre d'ailleurs de ma conférence, qui s'appelle « Les cellules souches embryonnaires de la génétique ». Alors heureusement, j'ai relu mon titre parce que ce matin, M. Goffo a dit la génomique fonctionnelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Heureusement, c'est pas exactement, c'est la génétique fonctionnelle. Donc de la génétique fonctionnelle à la thérapie cellulaire. Génétique fonctionnelle, aspect fondamental, et thérapie cellulaire, promesse éventuelle d'utilisation en médecine dans le domaine des maladies humaines. C'est pas ça. Voilà, alors on y arrive. Donc, alors, je disais que c'est un problème fondamental, et en effet, et qui est loin d'être complètement résolu d'ailleurs, et qui concerne ce qu'on appelle les stem cells en anglais, les cellules souches. Et ces cellules souches sont tout à fait extraordinaires, elles ont deux propriétés essentielles. D'une part, d'être capables de se reproduire identiques à elles-mêmes, c'est ce qui est dans la partie gauche basse de la diapositive, et d'autre part, en fonction de certaines conditions, il est parfois difficile de déterminer, de se différencier. Alors je donnerai un simple exemple. Il se trouve que ces dernières années, on a réalisé de plus en plus que très probablement, quasiment la totalité de nos organes comportent des cellules souches, même si on ne les connaît pas toutes. Il y a un type de cellules souches qui est très très bien connu depuis très longtemps, ce sont les cellules souches hématopoïétiques, qu'on utilise d'ailleurs en médecine pour faire des transferts de moelle, et qui sont capables de se différencier dans tous les éléments du système sanguin et immunitaire. Alors je donne un autre exemple, qui est nos intestins, votre intestin, le mien. Figurez-vous que ce qu'on appelle la bordure en brosse, l'intestin ça fait quand même 9 mètres de long, eh bien elle se renouvelle tous les 3 jours, complètement. Alors dans l'espace d'une vie, aussi longue que la mienne, vous imaginez le nombre de cellules qui se sont produites dans mon organisme et dans le vôtre, selon votre âge, et le risque que l'on court, effectivement, parce qu'il faut que ce soit un processus extrêmement bien contrôlé. Une absence de contrôle peut aboutir à une cancérisation, ça arrive malheureusement, et c'est un système qui fonctionne toute la vie. Je donnerai un autre exemple, qui est la peau, qui se renouvelle continuellement. Et donc le problème biologique sous-jacent, c'est de comprendre comment ces cellules souches se maintiennent, sont là, quels sont les phénomènes qui sont impliqués pour la transition entre l'état de cellules souches et l'état de cellules différenciées, et éventuellement, mais ça j'en parlerai pas du tout, les accidents de la cellule souche que sont par exemple la transformation tumorale.
Alors en plus, je vais vous parler de la reine des cellules souches, qui est ce qu'on appelle la cellule souche embryonnaire. Et très simplement, en 2 lignes, donc embryonic stem cell, ES, je dirais souvent ES. Donc elles ont 2 propriétés essentielles qui paraissent toutes simples comme ça, mais qui sont très importantes. C'est qu'elles sont capables, ces cellules souches embryonnaires, de coloniser un embryon, de se différencier dans tous les tissus de cet embryon, y compris sa lignée germinale, et nous verrons combien ce point est important. Et deuxièmement, elles sont capables de se différencier in vitro de manière souvent anarchique, mais tout le problème c'est justement d'arriver à diriger cette différenciation, et ça prendra toute son importance quand nous aborderons le problème des cellules souches humaines. Je vais d'abord parler des cellules souches de souris et vous indiquer comment elles ont été isolées. Là, vous avez une diapositive que j'aime beaucoup. C'est le début du développement de la souris. Nous, ça ressemble, c'est très ressemblant. Et vous avez au bout de 4 jours, en bas à gauche, ce qu'on appelle un blastocyste. Et il a été montré dans des expériences, de très belles expériences d'embryologie du développement, que ce blastocyste, contrairement à la deuxième ligne à gauche où vous avez 8 cellules qui paraissent toutes identiques, dans ce blastocyste se produit la première différenciation de l'embryon de souris. Vous avez 2 types cellulaires. D'une part, une espèce de masse que vous voyez au nord-est du blastocyste, et une couche cellulaire unique qui entoure complètement l'embryon, et vous avez une membrane qui est une membrane inerte. Et il avait été montré il y a fort longtemps que les cellules de cette masse, qu'on appelle la masse cellulaire interne, sont en fait les cellules qui vont donner naissance à l'embryon, au petit souriceau, à tous les tissus. M. Goffou a parlé de 220 tissus ce matin, aux 220 tissus du petit souriceau qui va naître, alors que les cellules extérieures, elles, vont aller dans les annexes embryonnaires et en particulier dans le placenta. Alors, muni de cette information, et après de multiples étapes sur lesquelles je passe, certains chercheurs ont essayé d'obtenir, à partir de ces blastocystes, donc cet embryon de 4 jours de souris, d'obtenir un développement de ces cellules de la masse cellulaire interne, qui sont ces cellules capables de donner toutes les cellules du souriceau. Et ils y sont arrivés, exactement il y a eu 25 ans, en 1980, 2 équipes indépendantes, une américaine, une anglaise, et je passe très rapidement, ça c'est une culture, en fait, on met les blastocystes en culture, ils s'ouvrent, la sphère s'ouvre, la petite masse se monte, on dissocie cette masse et par une série de procédures empiriques, je le précise, qui sont tout à fait empiriques, et en présence d'un sérum qui contient un tas de facteurs de croissance, qui est du sérum de veau fœtal, on peut obtenir, avec un pourcentage relativement raisonnable, des lignées de cellules souches embryonnaires. Et ce que vous voyez en fait dans la partie gauche en bas, vous voyez ces petites masses, ces masses de cellules qui sont des cellules souches embryonnaires, et vous voyez en dessous des cellules qui sont en fait des cellules de fibroblastique, qui elles, et ça, là aussi, ça a été l'objet de nombreuses expériences, sont susceptibles et en fait sécrètent des facteurs qui empêchent la différenciation des cellules souches embryonnaires. Et en effet, l'un des grands buts dans la vie d'une cellule souche embryonnaire, c'est de se différencier et de donner des cellules différenciées. Parce que dans le développement embryonnaire, ces cellules évoluent au fur et à mesure du développement. Alors évidemment, vous me direz, ces cellules, elles ressemblent relativement à des cellules de la masse cellulaire embryonnaire, elles sont tassées les unes sur les autres, mais ça ne va pas vous convaincre pour vous dire qu'il s'agit vraiment de cellules pluripotentes, de cellules souches embryonnaires. Alors comment on démontre ça? Eh bien, comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, de manière relativement simple, même si c'est pas facile techniquement. Et ça consiste tout simplement à injecter, vous avez en haut à gauche, un blastocyste, donc cet embryon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce blastocyste, nous dirons qu'il provient d'une souris noire, et vous injectez, en haut, vous avez la pipette qui contient un certain nombre de cellules souches embryonnaires putatives, donc on veut démontrer la capacité à se différencier, et après plusieurs opérations, vous aboutissez en bas à droite à un blastocyste, qui est d'origine noire, dans lequel on a injecté des cellules qui sont marron-gris, la couleur des souris de nos cuisines. Enfin, je ne sais pas s'il y en a en Algérie, mais à Paris, il y en a. Et donc, vous réimplantez ce blastocyste, ainsi traité, dans une mère adoptive, et les souris qui naissent. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Là, j'ai regroupé 4 souris, une petite famille de souris, pour montrer
Simplement, c'est un peu pédagogique que l'expérience peut marcher ou ne pas marcher. À gauche, vous avez une souris au pelage complètement noir, donc l'expérience semble ne pas avoir marché. Au milieu, vous avez une souris dont le pelage est de couleur brun-marron, comme je le disais, comme si toutes les cellules pigmentaires de cette souris provenaient de la descendance des cellules embryonnaires souches qui avaient été injectées à l'origine dans le blastocyste qui a donné naissance à cette souris. Les deux autres, eh bien, c'est intermédiaire. Vous avez beaucoup de poils marron-gris et du poil noir, et beaucoup de poils noirs et un peu de poils marron-gris. Mais le point essentiel, c'est que si vous regardez maintenant les organes internes de cette souris, vous allez trouver qu'ils sont également et noirs, et bruns, et gris-brun. Mais surtout, un organe essentiel, c'est les organes qui forment les cellules de la lignée germinale, sont également composés de cellules issues des cellules de la masse cellulaire interne du blastocyste hôte, et d'autre part, des cellules descendantes des cellules S qu'on a injectées dans ce blastocyste. Ce qui veut dire que si vous croisez cette souris, par exemple la deuxième souris, à partir de la gauche, hein, chez laquelle les cellules S paraissent avoir très bien colonisé les poils, eh bien c'est vrai également, vous ne le voyez pas, il s'agit d'un mâle, je vous dis, c'est vrai également de ces spermatozoïdes de ce mâle, et si vous croisez ce mâle avec une femelle ordinaire, eh bien vous allez constater dans la descendance que vous pouvez retrouver le génome des cellules S que vous aviez en culture au départ. Donc vous avez un moyen en quelque sorte de recycler le génome de cellules que vous aviez en culture in vivo. Et vous allez voir l'intérêt énorme, qui est donc la première partie essentielle de mon exposé, c'est de vous démontrer l'intérêt de ces cellules souches embryonnaires comme outil de génétique fonctionnelle, comme outil de compréhension de la fonction des gènes. Et donc là sont résumées ces propriétés. Ce sont des cellules souches embryonnaires qui sont pluripotentes. Il se trouve qu'elles ne savent pas faire, la seule chose qu'elles ne savent pas faire, c'est les cellules extra-embryonnaires. Elles font toutes les cellules de petits souriceaux, mais pas les cellules extra-embryonnaires. Et vous verrez que les cellules ES humaines, parce que je vous annonce qu'on en a également, eh bien elles sont capables de donner des cellules extra-embryonnaires. D'autre part, on peut les maintenir in vitro avec des conditions que je vous ai dit, en présence de sérum et d'un certain nombre d'ingrédients, et en particulier de fibroblastes embryonnaires, ou même on peut remplacer les fibroblastes embryonnaires qui sécrètent ces facteurs dont je vous avais parlé qui maintiennent la différenciation. On peut donc cultiver les cellules S dans leur état indifférencié en présence de ce facteur sans fibroblastes embryonnaires. Et troisièmement, on peut obtenir ce qu'on appelle des chimères germinales, c'est-à-dire des souris dont la lignée germinale est constituée à la fois de descendants des cellules S et de descendants de l'embryon hôte. Et enfin, elles sont disponibles en nombre quasiment illimité, ce qui fait qu'on peut envisager, et ça c'est un deuxième volet des cellules souches embryonnaires et de leur utilisation en analyse fonctionnelle, on peut envisager de cibler certains gènes. Alors ça a été tout un volet qui s'est développé, dont je ne vous donnerai pas toutes les étapes, mais qui a été essentiel, c'est de mettre au point des techniques qui permettent d'obtenir la recombinaison entre un ADN extérieur qu'on va introduire dans les cellules S et l'ADN homologue des cellules S. De cette manière, on remplace un gène endogène par une version ADN qu'on a trafiquée soi-même, et de cette manière, on peut introduire de manière programmée des mutations dans les gènes. Alors ça, c'est un point essentiel et qui a révolutionné, là aussi, je dirais comme mon prédécesseur, je crois qu'on peut employer ce terme, l'approche de génétique fonctionnelle des mammifères, parce que vous pouvez obtenir des mutations. Et les mutations, comme vous le savez, depuis que la génétique existe, eh bien, c'est le pain béni des généticiens, car grâce aux mutations et au phénotype qu'elles entraînent, on peut envisager de comprendre les régions chromosomiques ou les gènes dans lesquels ont lieu ces mutations. Donc on peut mutagéniser des souris, hein, il suffit de les mettre devant une source de rayons X, par exemple, et on obtient des mutations. Mais là, on décide, et à nouveau, je dirais ce que disait M. Goffo à propos du séquençage du génome, des séquençages de génome, le séquençage de la souris est également fait, donc on sait exactement où sont les gènes. Et donc si vous avez un gène dont vous vous dites, tiens, moi je m'intéresse au développement du rein, à la physiologie du rein, et je pense que ce gène est impliqué. Éventuellement, j'ai des raisons variées de penser qu'il est impliqué dans la physiologie du rein. Eh bien, je vais
décidé d'aller introduire une mutation dans ce gène en utilisant cette procédure qui consiste à faire de la recombinaison entre un ADN modifié et l'ADN endogène de ce gène. Alors, très rapidement, il y a ce qu'on appelle les knockouts, donc en anglais, c'est une mutation nulle qui entraîne une inactivation totale du gène. Très rapidement, on prend un vecteur qui est au milieu, qu'on appelle un vecteur de ciblage, et ce vecteur de ciblage, il a trois propriétés. D'une part, il a des séquences homologues au gène endogène, qui est en haut. D'autre part, il a une séquence de sélection, parce que c'est quand même pas un événement très fréquent. Là, c'est un gène de résistance à la néomycine. Et troisièmement, cette séquence de sélection est introduite à l'intérieur du gène, de telle sorte qu'elle interrompt le fonctionnement normal du gène. Donc après recombinaison homologue, je passe un petit peu sur les aspects pratiques de la chose, c'est quand même assez lourd. Une fois qu'on a recombinaison homologue, on a un allèle qui est en bas, que j'ai appelé modifié ou muté, et cet allèle est un allèle nul de l'allèle endogène qu'on trouve. Donc on a introduit dans ce gène une mutation nulle, un allèle nul, grâce au processus de recombinaison homologue. Alors, il y a une variante que je voudrais vous indiquer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais une variante qui est quand même très intéressante de cette procédure, qui consiste à faire exactement le même type de ciblage, et d'obtenir une mutation nulle à nouveau, mais cette fois-ci, on a fait des constructions, ce que vous allez faire ces jours-ci, je pense, manipuler des séquences d'ADN, donc là on manipule des séquences de souris, et faire une construction de telle sorte que vous avez ce que j'appelle un gène d'intérêt dans la séquence du gène endogène. Ce gène d'intérêt, ça peut être un marqueur, la bêta-galactosidase, par exemple, dans une réaction très facile, ou vous pouvez introduire un oncogène. Et si vous utilisez un gène qui est exprimé dans le foie, vous introduisez cet oncogène, et après recombinaison, vous avez un allèle modifié. C'est un allèle nul, c'est-à-dire qu'il ne fait plus la version normale du gène endogène, mais au lieu de faire cette version normale du gène endogène, il fait l'oncogène que vous avez introduit sous la forme de la séquence rouge, et vous allez observer éventuellement l'effet de cet oncogène sur le foie et de voir s'il est important dans une transformation tumorale hépatique éventuelle. Il y a beaucoup d'autres utilisations possibles de cette technique qu'on appelle le lock-in, que je ne détaillerai pas, mais je voulais vous donner le principe de la manip. Alors, très rapidement, voilà l'ensemble de la procédure. Vous avez les cellules souches embryonnaires, donc pluripotentes. Vous allez introduire un vecteur de ciblage, cibler le gène de votre choix, sélectionner les gènes ciblés, et ensuite, par des méthodes d'analyse de biologie moléculaire, repérer les cellules S dans lesquelles il y a eu un ciblage efficace, obtenir des chimères, croiser ces chimères, et vous allez obtenir à la fin des souris hétérozygotes pour un allèle nul. Et c'est là que commence vraiment la partie intéressante de la chose. Vous allez croiser entre elles ces souris, et le bon vieux moine Mendel nous indique que lorsqu'on croise entre eux des hétérozygotes, eh bien on a un quart d'homozygote. Donc vous allez avoir sauvage, un quart d'homozygote muté et une moitié d'hétérozygote. Donc vous allez avoir dans la descendance, en principe, un quart d'homozygote muté, et vous allez voir s'il y a un phénotype, et quel type de phénotype. Vous allez analyser ce phénotype, et ce faisant, alors le phénotype, ça peut aller depuis des analyses qualitatives jusqu'à une analyse moléculaire, et ce faisant, vous allez obtenir des lumières sur la fonction de ce gène. Et ça, c'est une méthode qui est lourde, un petit peu lourde, mais qui est devenue quasiment une routine dans des dizaines de laboratoires dans le monde, et je crois qu'on en est à peu près à 2000-2500 gènes qui ont été ciblés de cette manière chez la souris, et il ne se passe pas de semaines ou de mois, disons, dans lesquels il n'y a pas de nouveau knockout qui soit fait pour un nouveau gène. Alors, très rapidement également, grâce au raffinement des méthodes de biologie moléculaire, on est arrivé ces dernières années à obtenir non seulement des mutations nulles, c'est une mutation intéressante, mais qui n'est pas suffisante pour certains aspects, mais on peut obtenir ce qu'on appelle des mutations subtiles, ce que j'ai appelé des mutations subtiles, avec une modification d'une base dans l'ADN, des mutations propres. Alors propres, j'en parlerai pas beaucoup, vous avez vu qu'il y avait une séquence de sélection dans le vecteur de ciblage, l'allèle ciblé donc contient
une séquence de sélection qui est étrangère, qui peut interférer éventuellement avec d'autres gènes à côté, et on aime bien pouvoir l'enlever. Et il y a des méthodes, je viendrai tout à l'heure, qui permettent d'enlever cette séquence de sélection. Et mieux encore, on peut faire même des modifications à l'échelle chromosomique et obtenir des translocations, des délétions, des duplications, toutes choses qui intéressent le généticien, et puis même qui peuvent intéresser le médecin, puisque on sait qu'il y a un certain nombre de translocations, par exemple, il y a beaucoup de leucémies qui sont liées à des translocations. Essayer de faire des modèles de maladies de ces translocations en faisant des translocations du même type chez la souris, ce qui provoque, ce qui permet d'obtenir un modèle. Dernier point, alors là quand même des petits raffinements techniques tout à fait amusants, c'est qu'on peut faire des cellules, des souris pardon, qui sont composées uniquement de cellules S par une astuce développementale qui consiste à faire, par une méthode sur laquelle je ne m'étendrai pas, des cellules, des blastocystes tétraploïdes. C'est qu'au lieu d'avoir 2 chromosomes, on a 4 N, et on sait que ces cellules tétraploïdes ne sont pas capables de coloniser l'embryon, mais seulement les annexes embryonnaires. On injecte dedans des cellules S, et du coup, en vertu de ce que je viens de dire, eh bien on obtient une souris qui est issue entièrement des cellules S injectées dans le blastocyste. Ça, c'est le souci de rapidité qui nous, tout le temps, nous force la main, et ce qui fait que là, on va plus vite, parce qu'on évite 3 mois de croisement incroyable. Dernier point sur cet aspect de génétique fonctionnelle en utilisant les cellules souches embryonnaires, c'est ce que j'ai appelé la mutagénèse, qu'on appelle la mutagénèse conditionnelle. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un biologiste du développement. Il y a un gène, comme dit celui-là, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il pourrait avoir un rôle dans le développement. Je fais toute la manip, je vous ai dit. Je croise entre eux des hétérozygotes et qu'est-ce que je constate, c'est que je n'obtiens aucun homozygote. Je n'ai obtenu aucun homozygote, j'en conclus donc que très probablement, c'est parce que l'embryon est mort avant la naissance, et donc c'est que ce gène est important dans le développement, et je suis très content, parce que c'est un gène qui est important dans le développement, et que je m'intéresse au développement. Cela dit, supposons que cet embryon meurt au jour 8 de développement. La souris, c'est les 19 jours. Eh bien, il meurt, les embryons, donc vous ne pouvez plus étudier la fonction éventuelle de ce gène après le jour 8 de développement. Et donc, on a mis au point, un certain nombre de laboratoires ont mis au point ce qu'on appelle la mutagénèse conditionnelle, et qui a été mise au point pour plusieurs raisons. La raison que je viens d'indiquer, donc la létalité embryonnaire, et puis aussi un autre aspect qui est important quand on veut développer des modèles de maladies humaines. Il y a beaucoup de maladies humaines qui ne sont pas liées à des mutations. Il y a à peu près 3 à 4 000 maladies génétiques humaines. Il y en a beaucoup qui ne sont pas liées à des mutations nulles, mais à des mutations ponctuelles. Et d'autres aussi où la mutation chez la souris entraîne une létalité, et donc on ne peut pas, par exemple, si vous faites une mutation dans un gène qui est un gène de prédisposition au cancer du sein, vous voulez un modèle de cancer du sein chez la souris, eh bien vous faites des mutations nulles de ce gène qui s'appelle BRCA, les souris meurent aux alentours de la naissance. Donc on veut pouvoir obtenir des souris qui vont aller jusqu'à l'étape où elles feront des glandes mammaires, et c'est pour ça qu'on a mis au point des systèmes de mutagénèse conditionnelle. Enfin, sur le plan de l'analyse, quand on a un gène qui a une expression compliquée et qui donne un phénotype compliqué, on aime bien aller éventuellement provoquer la mutation uniquement à un endroit donné de l'individu, dans tel ou tel type cellulaire ou dans tel ou tel type tissulaire. Alors, il y a beaucoup de choses dans mon exposé, je m'en excuse, c'est un peu compliqué. Là, la mutagénèse conditionnelle est un système qu'on a découvert chez Bactériophage P1, qui est une recombinase, un système de recombinase qui reconnaît des séquences qu'on appelle LOXP, et quand la recombinase voit des séquences LOXP qui sont dans le même sens, on va prendre ce cas-là, à gauche, eh bien, elle va recombiner entre les séquences LOXP et déliter les séquences qui sont entre les deux séquences LOXP, et le seul résidu de l'opération, c'est une séquence LOXP qui est en bas à gauche de la diapositive. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en pratique, on va d'abord créer ce qu'on appelle un allèle floxé, c'est-à-dire, vous voyez la souris A à gauche, toujours par la méthode de biologie moléculaire et le ciblage dans la cellule S, et puis des souris, etc. Et donc, on va introduire des séquences LOX qui vont, par hypothèse, encadrer une séquence importante du gène, mais sans l'empêcher de fonctionner. Donc on a une souris qu'on appelle floxée, et s'il s'agit d'un gène, par exemple, dont la mutation nulle entraîne la létalité, on va, en faisant la souris homozygote pour l'allèle floxé, on va montrer que cette souris se développe parfaitement normalement, donc que le gène fonctionne normalement. Une fois qu'on a cette souris,
eh bien on va pouvoir croiser avec des souris qui expriment la recombination E, c'est les souris PRO par exemple, dans différents organes. Ici j'ai donné de manière très schématique le cerveau, et donc en principe, si on a un transgène, une souris transgénique où l'expression du transgène est très spécifique, avec un bon promoteur qui s'exprime dans certains types de neurones, on va avoir l'expression de la recombinase E, délétion de la séquence C à gauche dans la souris A, entraînement, ce qui entraîne une mutation nulle, et on va avoir une souris où la mutation nulle ne se trouve que dans les cellules du cerveau et nulle part ailleurs dans la souris. Donc ça va permettre, dans ce cas-là, de dire quelle est la fonction de ce gène dans les neurones en question, dans le cerveau de la souris. Alors, il me reste combien de temps? 40. Un quart d'heure. Bien, donc... ah non, ça va. Oh, plus de quart d'heure. Plus de quart d'heure. Non. Voilà, donc ça je vais passer parce que je pense que j'aurais pas. Alors, à nouveau, je refais une diapositive On va prendre 2 minutes. conclusion. Donc, les cellules souches embryonnaires, la mutagénèse ciblée, la fonction, ce qui permet d'aborder la fonction des gènes in vivo. Alors, dans tous les types de systèmes, il n'y a pas de limitation, le système embryonnaire, le système nerveux, musculaire. Ça permet de faire éventuellement des modèles de génétique, de maladies humaines. Et maintenant, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, qui est l'utilisation de la capacité de ces cellules à se différencier, mais cette fois-ci dans des systèmes in vitro. Et j'ai appelé ça cell thérapie. En fait, il faudrait compléter ça en disant que les systèmes in vitro permettent aussi d'analyser les systèmes de différenciation, mais je l'ai orienté dans mon exposé en fonction de l'hypothèse d'une utilisation des cellules obtenues de cette manière à partir des cellules souches embryonnaires qui permettraient de compenser les déficits cellulaires. L'idée étant un principe très simple, je vous dis tout de suite qu'on est encore loin du compte, mais qu'on s'en approche petit à petit, et qui consiste, je vous donne un exemple, la maladie de Parkinson, atteint un certain, et puis c'est des maladies qu'on ne sait pas guérir, atteint un certain type de neurones. On peut imaginer de prendre des cellules ES, des cellules souches embryonnaires, d'arriver à diriger la différenciation vers les neurones qui sont atteints dans la maladie de Parkinson et éventuellement les réimplanter dans le malade en question. Donc ça, c'est une vision extrêmement schématique des choses. Et ce que je vais vous décrire maintenant, c'est les différentes types, donc à nouveau les cellules souches embryonnaires qui peuvent soit s'auto-renouveler, soit donner la différenciation dans différents types cellulaires. Ce que je peux vous dire, pour résumer, c'est que maintenant, on arrive non pas avec une efficacité totale, mais à obtenir des systèmes de différenciation dirigés dans toutes sortes de types de tissus qui viennent de l'ectoderme, du mésoderme ou de l'endoderme. Alors l'intérêt, c'est la versatilité, parce qu'on peut, en cherchant les conditions appropriées, obtenir la différenciation dans telle ou telle direction. D'autre part, comme je l'ai commencé à l'indiquer, on peut étudier les séquences des événements qui conduisent à la détermination et à la différenciation. Et enfin, vu de la thérapie cellulaire, on peut éventuellement isoler un certain nombre de cellules souches et à partir de cellules souches spécifiques, cette fois-ci, obtenir des cellules différenciées qui permettront éventuellement de faire de la thérapie cellulaire. Alors, très simplement aussi, je vous ai dit que les cellules ES n'avaient qu'un but dans la vie, c'était de se différencier. Si vous laissez les cellules ES sans fibroblastes embryonnaires dans une boîte de culture et sans les facteurs qui sont sécrétés par ces cellules, eh ben, il va y avoir une différenciation un peu anarchique. Et si en plus vous mettez ces cellules dans une situation où elles ne peuvent pas s'attacher au fond, vous allez faire des structures qu'on appelle des corps embryonnaires. Et l'expérience montre que quand on regarde au fil du temps, on va voir apparaître des cellules différenciées provenant des 3 foyers embryonnaires, à nouveau ectoderme, endoderme et mésoderme. Alors, il y a différentes approches, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en pratique, il y a des approches qui passent par la plupart, d'ailleurs, par des corps embryonnaires. Ensuite, on dissocie, on met en culture, en présence de différents types de facteurs, et de cette manière, et d'une manière qui est relativement empirique, mais qui s'inspire aussi des connaissances de la biologie du développement, essayer d'orienter la différenciation de ces cellules vers le type cellulaire qui vous intéresse. Alors, je donne celui qui a été de loin le plus étudié, très rapidement.
on arrive maintenant à assez bien contrôler la différenciation des cellules ES en cellules hématopoïétiques. Et la chose tout à fait étonnante, c'est que les étapes successives de cette différenciation correspondent relativement bien dans le temps à ce qu'on observe dans le calendrier de ce qui se passe in vivo. Alors les paramètres qui influencent la différenciation des cellules ES, c'est le calendrier des différentes étapes, de mise en culture, de dissociation, le fait qu'on dissocie ou qu'on ne dissocie pas, les facteurs de croissance, le type de surface dans lequel on va faire croître ces cellules, le sérum, je vous ai dit que les cellules ES poussaient en présence de sérum, et ça c'est à la fois une chance et une difficulté, parce que d'abord un sérum n'est pas forcément identique à un autre sérum, on prend ça chez le veau fétal, tous les veaux fétaux ne se ressemblent pas forcément, et donc ça peut être une difficulté pour la reproductibilité des opérations. Alors, il y a une possibilité de sélection, je vous en ai parlé à propos du knock-in. Supposez que vous vouliez isoler les cardiomyocytes, vous allez faire, et que vous connaissez un gène qui est spécifiquement exprimé dans la cardiomyocyte, vous allez faire une cellule ES dans laquelle vous allez insérer par knock-in un gène de résistance dans ce gène qui est exprimé dans la cardiomyocyte, obtenir les cellules ES, chercher les conditions pour lesquelles vous allez obtenir une différenciation, et en principe, dès qu'il y aura une cellule ou l'autre qui va se différencier en cardiomyocyte, en présence de l'agent sélectif, cette cellule va être sélectionnée alors que toutes les autres cellules vont être tuées. C'est une manière de sélectionner les cardiomyocytes. Alors ça c'est juste une expérience tout à fait remarquable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement retenez que c'est un autre exemple qui a été relativement couronné de succès, d'orientation de la différenciation des cellules ES, mais avec, vous voyez, un certain nombre d'étapes relativement compliquées et empiriques, mais qui permettent d'obtenir à la fin une population de neurones dopaminergiques en bas à droite, qui sont les neurones qui sont atteints dans la maladie de Parkinson. Et de plus, les auteurs ont pu montrer qu'il y avait des marqueurs spécifiques de ces neurones dopaminergiques, et même dans des études fonctionnelles, limitées dans le temps, ils ont pu montrer que ces neurones dopaminergiques avaient la plupart des propriétés fonctionnelles de ces neurones dopaminergiques. Ça, je vais passer. Alors, j'en viens maintenant au tournant de l'exposé, c'est que, et vous le savez tous, les cellules ES ont été isolées chez la souris. Curieusement, d'ailleurs, parmi tous les mammifères, il n'y a que chez la souris qu'on a réussi à obtenir des cellules ES au sens strict, c'est-à-dire capables de se différencier dans tous les tissus différenciés et également dans la lignée germinale. L'autre possibilité, c'est les cellules humaines. Tout indique que les cellules humaines ont les mêmes propriétés que les cellules de souris, mais à ma connaissance, personne n'a encore essayé de faire des chimères dans l'espèce humaine pour voir s'il y a des transmissions à la lignée germinale. Donc ces cellules humaines ont, comme je l'ai dit, toutes les propriétés de cellules souches. Elles ont un karyotype normal, ça j'ai oublié de le dire, c'est très important. Quand vous mettez des cellules en culture, généralement, le karyotype, les 40 chromosomes chez la souris, se détériore. Vous avez des souris triploïdes, vous avez des doublements de chromosomes, etc. Et c'est une des propriétés de ces cellules souches de garder un karyotype absolument normal. Elles sont permanentes, on obtient des cultures permanentes pour très longtemps. Elles expriment des antigènes particuliers spécifiques, les cellules S. Et enfin, là, pour regarder globalement leur capacité de différenciation, on peut les injecter sous la peau d'une souris immunodéprimée de manière qu'elle ne rejette pas les cellules humaines, et de cette manière montrer qu'on a une différence. On obtient des tumeurs qu'on appelle les tératomes, qui sont des dérivés des trois cellules, des trois feuilles embryonnaires, endoderme, mésoderme et ectoderme. Alors, là aussi, très rapidement, j'ai fait un tableau comparant les propriétés des cellules souches embryonnaires de souris et des cellules, les cellules souches humaines. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont beaucoup de ressemblances, il y a quelques différences, mais surtout, c'est très important, ça c'est des promesses, et ces cellules restent plus difficiles à cultiver que les cellules S et de souris, pardon. Il faut dire qu'on a plus de recul, les cellules humaines ont été isolées pour la première fois en 1998, et les cellules de souris en 1981, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des cellules humaines, avec des succès variables, il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre cette diapositive, quand même, il est clair qu'il y a des expériences qui sont en cours, qui ont été publiées, avec des rendements plus ou moins efficaces,
mais on obtient notamment la différenciation en ectoderme avec des types variés de neurones. Et j'ai mis en gras donc les 3 types de cellules qui ont été pour le moment les plus obtenues et dans les meilleures conditions à partir de cellules ES humaines. Et il reste beaucoup à faire pour obtenir des différenciations orientées dans les types cellulaires qui intéresseraient la médecine. Alors, il y a un grave problème. Si on a des cellules ES humaines et qu'on veut traiter un patient je parle théoriquement là, avec des cellules qu'on a différenciées in vitro, c'est que si vous les injectez à ce patient, comme il n'a pas le même génotype, elles vont être immédiatement rejetées. Et il y a des laboratoires, notamment en Angleterre, en France c'est interdit de faire ça. Il y a des équipes qui essaient de tourner la difficulté expérimentalement chez les souris, donc des expériences qu'on appelle proof of principle, et qui consistent à utiliser la capacité qu'on a à cloner, donc en prenant un noyau de cellules somatiques, en mettant dans l'oocyte, donc noyau de cellules somatiques violet du donneur, dans un oocyte dont on a enlevé le noyau, on obtient une souris qui a le même génotype que le noyau de la cellule somatique qui provient du donneur. Donc en principe, il a le même génotype. Je passe sur le fait que ces clones existent dans plusieurs espèces, mais que c'est pas du tout, le pourcentage est extrêmement faible, et c'est une expérience qui ne marche pas très bien, mais néanmoins, elle marche de temps en temps.